Donc nous allons maintenant inviter les différents intervenants de la Tirage du Centre et de l'exemple de Soissons à rejoindre la scène pour cette dernière partie de table ronde. Et donc nous avons ici, avec ces deux témoignages, un exemple formidable du lien entre restauration du patrimoine et action culturelle. Alors nous allons commencer cette première intervention avec le contrat culturel de territoire en Tirage du Centre, ce fameux contrat culture-ruralité. Et donc nous avons la chance d'avoir effectivement Monsieur le Président de la communauté de communes, Monsieur Olivier Cambray, Monsieur Vincent Lamoureux, vice-président à la culture de cette EPCMI, et Priscille Oualmé, donc coordinatrice culture, qui vont nous relater cette expérience qui part effectivement de ces églises fortifiées de la Thiérache qui ont été restaurées et qui ont donné lieu à un projet mettant en avant aussi le lien à la création et aux artistes plasticiennes des Hauts-de-France. Je leur laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Lamoureux, vice-président de la communauté de communes de la Thiérache du Centre, en charge du volet culturel. Alors en 2018, la communauté de communes de la Thiérache du Centre s'est engagée avec l'Éducation nationale et la Direction régionale des affaires culturelles dans un contrat de culture ruralité pour 3 années. Alors c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter la dernière action du projet, c'est Priscille qui s'en chargera, d'en faire un bilan de ce contrat dans un contexte particulier, et c'est M. Cambray qui terminera la présentation. Alors le contexte, on voudrait revenir d'abord sur le contexte et l'historique, comment on est arrivé à monter une dynamique culturelle sur le territoire. La communauté de communes de la Thiérache du Centre est un territoire rural, vaste, 700 km², 68 communes qui sont sur 4 anciens cantons. La ville la plus importante de 1600 habitants, donc il n'y a pas vraiment de pôle urbain majeur, et 26 000 habitants au total. On a évidemment des secteurs en zone de revitalisation rurale, des établissements scolaires classés en réseau d'éducation prioritaire, un contexte donc économique et social pas toujours évident. Alors la diapo, normalement, c'est doucement mais sûrement. Voilà, c'est un peu la philosophie. En 2012, la communauté de communes de la Thiérache du Centre passe en fiscalité professionnelle unique. Les communes ne perçoivent plus la taxe professionnelle. C'est désormais l'Interco qui reçoit tous les impôts économiques. De ce pacte commune-communauté de communes naissent 4 compétences nouvelles prises par l'Interco. Au niveau santé, c'est la création des maisons de santé pluridisciplinaires. Pour la petite enfance, un maillage territorial avec des crèches et micro-crèches. La création d'un espace aquatique et la 4e compétence, le lancement d'une école intercommunale de musique. Alors sur les 4 compétences, c'est l'espace aquatique qui a pris l'eau et donc qui n'a pas pu aller à son terme. L'école intercommunale de musique, en fait, on prend comme point de départ l'école associative de Vervins, qui est reprise donc par l'intercommunalité, qui le déploie sur 5 sites, qui s'installe au plus proche des habitants et assure dans le même temps un premier maillage culturel. Avec cette école de musique, la dynamique s'installe, se dessine. On va un petit peu plus loin, on crée un système d'aide financière pour les associations porteuses de projets culturels, festifs, patrimoniaux. On met en place de l'action culturelle, de la diffusion culturelle, des résidences artistiques. Doucement mais sûrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, petit à petit, les actions se pérennisent et on développe malgré tout, pas à pas. Je prendrai comme exemple, on en a parlé tout à l'heure avec Madame la directrice de la bibliothèque départementale, la mise en réseau des médiathèques du territoire qui n'est pas encore vraiment aboutie, mais qui progresse. Les bibliothécaires se rencontrent régulièrement sous l'impulsion de la communauté de communes. Je remercie Priscille qui se charge de les rassembler. On a maintenant une plateforme numérique commune, une harmonisation des pratiques et un système de navette qui permet aux documents de naviguer entre les différentes médiathèques pour aller au plus proche des habitants. Et puis en 2018, tout ce travail est contractualisé, donc avec la DRAC et l'Éducation nationale, c'est la signature du contrat de culture ruralité.
Alors, on va vous présenter la dernière action qui entre dans ce cadre du contrat culture-ruralité, qui tourne autour de la céramique et des églises fortifiées. Sur la communauté de communes de la Thiérache du Centre, 7 communes se sont penchées sur la restauration de leur église fortifiée. La communauté de communes a pris à son compte l'étude globale des 7 églises et l'intercommunalité a accompagné ces communes, mettant à disposition le service urbanisme dans la ferme. À nos côtés, la DRAC avec Yann Legault, que je salue. Et aujourd'hui, il y a une église qui est pratiquement restaurée, celle de Plomion. Et la volonté des élus dans ce contrat culture-ruralité et sur cette action qui tourne autour de la céramique, c'était d'amener les habitants à porter un regard différent, un regard plus positif sur leur patrimoine, notamment celui des églises fortifiées. Que le patrimoine que constituent les églises fortifiées soit vu davantage comme une richesse du territoire. Donc le dernier volet du contrat de culture-ruralité s'articule autour de la céramique, de la brique. C'est un projet transversal qui met en relation les différents services de la communauté de communes, en tout cas le service urbanisme et culturel. Et je vais laisser la parole à Priscille qui va vous décrire la dernière action. Merci. Bonjour, merci. On a reçu pour ce dernier volet donc 4 artistes céramistes et plasticiennes, donc avec Aude Berton, Hélène Nati, Guylaine Vapro et Maud Roucoulé, qui est artisan d'art sur le territoire de la communauté de communes. Cette résidence se met en place avec un comité de pilotage qui implique les conseillers DRAC, qui implique également les conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'éducation nationale et des représentants de la communauté de communes. Au niveau des publics, on touche bien évidemment les scolaires, on souhaite toucher les scolaires, les jeunes, les personnes en chantier d'insertion, les familles, le tout public, de manière générale les publics éloignés de la culture. Sur la diaporama là, nous pouvons voir quelques exemples d'ateliers qui ont été réalisés avec les artistes en milieu scolaire. Aude Berton qui a réalisé des instruments de son. Hélène Nati qui a réalisé des petites tours en lien avec des carnets de confinement. Guylaine Vapro a proposé un atelier gourmand autour de décoration de sablés qui avait la forme d'église fortifiée. En amont, les emporte-pièces ont été réalisés au Fab Lab de la Microfolie Mobile. Et également un atelier d'extraction d'argile avec Maud Roucoulé jusqu'au façonnage de petits bols qui ont été transformés en cloches. Donc les différentes propositions artistiques ont été ciblées par rapport au public adapté. Voilà, on les a orientés vers les publics qui nous semblaient les plus adaptés. Sur ce volet, il y avait également tout un champ patrimonial à développer et on s'est mis en relation avec les différents services et ressources du territoire. Notamment, donc nous, au niveau de nos services culturels, on a une microfolie mobile qui circule sur toute la communauté de communes. Donc on l'a fait déplacer sur des moments précis, sur des lieux qui nous permettaient de mettre des actions en place. La médiatrice a développé avec le musée numérique des thématiques, plusieurs thématiques autour de cet art du feu qui permettaient aux scolaires de voir un peu toute l'évolution de la céramique à travers les siècles, également comment a été utilisée cette céramique de manière usuelle. Nous avons travaillé avec le service urbanisme qui suivait de près les chantiers de restauration. Et donc, ça nous permettait aussi d'avoir une vue sur ce qui se passait sur les communes et au niveau des églises. On a travaillé avec les communes qui avaient des églises en restauration. Le musée de la Thiérache également
qui nous a permis de... À l'intérieur, il y a des informations sur les églises fortifiées, mais pas que. Il y a également des fragments de pièces qui ont été retrouvés localement, qui étaient intéressants de montrer, et également un ancien moule à briques. Avec l'Office de tourisme, nous avons pu réaliser une action culturelle confinée. L'Office de tourisme propose chaque mois une recette, et avec l'atelier gourmand qui était proposé par l'une des artistes, on a proposé de réaliser pendant les fêtes de Noël l'année dernière un atelier en famille où les personnes pouvaient décorer des sablés qui avaient la forme d'églises fortifiées. Et avec le CAUE, nous avons réalisé un atelier de lecture du patrimoine autour de l'église fortifiée d'Anglancourt et sur le patrimoine, sur les bâtiments traditionnels au niveau de la Tirage du Centre. Alors, tous ces ateliers, alors on essaie d'organiser un temps de restitution, ce qui n'a pas été simple. Au niveau de la restitution, au niveau des scolaires, on a investi, car à cette période-là, les parents ne pouvaient pas entrer dans les écoles, donc on a investi tout ce qui était vitrines, donc les halls de salle des fêtes, les baies de salle des fêtes, des magasins, des petits magasins dans les communes, également la médiathèque qui restait toujours ouverte, une médiathèque, une mairie également. Et on a créé des temps forts pour pouvoir intégrer aussi et mettre en valeur ces artistes sur notre territoire. Donc on a co-organisé l'événement Jardin en scène en 2020 avec 2 structures culturelles, la Chambre d'eau et la compagnie Chez-Pense Verte, où on a permis il y avait 2 artistes présentes. On a également reçu une performance danse qui mêlait danse et terre, avec en fond de scène l'église fortifiée d'Anglancourt. Nous avons également, sur cet événement-là, nous avons également pu présenter une action dans le cadre Pleine d'été. Oui, c'est ça. Et cette année, comme le Covid a eu cet avantage-là, on a pu être sur 2 gros événements, les Journées du patrimoine l'année dernière, mais aussi sur les Journées du patrimoine cette année. Et nous étions à Plomion, où il y avait le dispositif Microfolie mobile sur place, plusieurs artistes et une proposition également organisée dans le cadre de Que fait-on dans l'Aisne. Donc on a été sur les enfants du patrimoine. C'est un événement qui se situe la veille des Journées du patrimoine, où on a reçu 4 classes qui ont pu tourner entre différents ateliers. La commune qui a présenté l'église fortifiée avec ses travaux, et également une personne de notre service urbanisme qui a accompagné les enfants. Ils ont pu découvrir l'église jusqu'au clocher, en montrant également la salle de garde qui était en restauration, un atelier gourmand avec la décoration de sablés qui avait la forme d'église fortifiée, et un atelier autour de la céramique au niveau du musée numérique. Et également pour clôturer, pour un peu en clôture, les 3 artistes ont proposé des petites constructions éphémères qui ont été installées le dimanche des Journées du patrimoine autour de l'église fortifiée de Plomion. Voilà, c'est un peu l'action qui s'est déroulée avec ces artistes-là. C'est pas ça. Je reste dessus, pardon. Je vais aller vite. Je vois que derrière, on fait des grands signes. J'avais prévu que Précile me prenne tout le temps, donc ça va aller. Donc pourquoi un contrat de ruralité dans notre communauté de communes? Donc c'est un engagement fort de contractualisation sur 3 ans, ce qui est important pour nous, vis-à-vis des différents publics qui maillent notre territoire, et en particulier les scolaires. Donc c'est participation avec l'éducation nationale, dans le cadre du pilotage du contrat. C'est aussi un moyen de lutte contre les inégalités et l'échec scolaire, très important sur notre territoire, et l'idée de transmettre aux plus jeunes la connaissance de ce patrimoine, connaître le territoire sur lequel on vit. Pour nous, élus aussi, c'est une visibilité sur 3 ans, ce qui est très important.
Ça constitue aussi un projet qui est agrégé, avec notamment le dispositif Jardin en Seine. Nous avons eu Anglancourt, l'année dernière l'Usoir, avec une forte participation. Mais ce contrat-là aussi est aussi un levier financier pour nous. C'est-à-dire que pour 1 euro de la DRAC, nous remettons 1 euro, et c'est très important pour mener à bien nos actions sur notre territoire. C'est aussi la garantie d'un accompagnement de qualité dans le choix des intervenants, des réseaux et du public ciblé. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Les aspects positifs, c'est un rééquilibrage des actions culturelles vers les plus petites écoles. C'est la culture pour tous. Comme l'a dit Vincent, nous sommes une communauté de communes sans ville-centre. Et nous avons beaucoup de regroupements scolaires. Et nous essayons d'aller au plus profond de notre tirage bien aimé pour diffuser la culture. Ça permet aussi une transversalité des sujets, social, patrimonial, environnemental, mobilité, touristique. Le public touché sont environ 750 personnes, avec un budget initial de 60 000 euros. On a des points de vigilance quand même. On aimerait bien prévoir un temps d'immersion des artistes sur le territoire, pour qu'ils puissent exposer leur savoir-faire. Par moment, on rencontre des difficultés de mettre en route les acteurs et d'harmoniser les calendriers. C'est comme avec les élus, quoi. Pour harmoniser les calendriers, c'est très dur. Et sur la communication des actions, bon, ce qui est très important. Mais au niveau de la communauté de communes de la tirage du centre, on a fait des choix politiques forts. C'est-à-dire qu'à un moment, nous n'avions pas de service culturel, nous avions un directeur d'école de musique qui gère aussi l'aspect culturel. Et quand nous avons eu à monter le projet pour le centenaire de 1918, où nous avons regroupé toutes les associations du territoire, il nous est paru important de créer un poste, donc c'est Précile, qui gère la culture sur le territoire. Et là, elle est accompagnée en ce moment avec Cindy, qui, elle, gère la microfolie itinérante. Et la microfolie itinérante sur notre territoire, c'est quand même une mutualisation des moyens avec les 4 présidents de communautés de communes qui constituent le pays de tirage. C'est-à-dire que certains ont une microfolie fixe, mais pour aller au plus près des habitants et des écoles, la microfolie itinérante de la Villette, où nous étions au territoire expérimental, nous a permis d'aller au plus près, et nous avons, après le bilan de l'expérimentation, fait le choix d'investir dans une microfolie itinérante et de poursuivre l'expérimentation, et ça conjointement avec les 4 communautés de communes. Ce qui est très important. Quand on est élu et qu'on vient proposer un projet culturel dans ces communautés de communes, il n'est pas toujours évident de recevoir l'assentiment de tous. Mais comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est doucement mais sûrement. Au début, c'était la question de nos élus, c'était combien ça va coûter. Donc maintenant, c'est plus combien ça va coûter. Maintenant, la question qu'ils nous posent, et on avance, c'est quand l'animation va venir sur mon territoire ou sur ma commune. Donc on progresse. C'est bon signe, Vincent. Je pense que mon vice-président fait un bon travail. Mais monsieur le président le directeur de la DRAC, je vous adresse un message volontariste du territoire pour mettre des moyens financiers sur la culture, parce que la culture sans moyens, c'est difficile à déployer sur le territoire. Et puis juste une information pour monsieur Bailly, ici c'est pain au chocolat, d'accord? Mais si vous nous dites chocolatine, on y arrivera quand même, ce sera bon quand même. Donc la Tirage, qui est quand même le plus beau territoire, du plus beau département, de la plus belle région de France. Et je vous invite à venir en Tirage découvrir ses trésors, son patrimoine, sa culture, parce que la Tirage, on s'y attache. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons enchaîner avec l'exemple de Soissons et je passe la parole à mon collègue Yann Ego et ensuite à nos collègues de Soissons. Alors, bonjour à tous. En quelques minutes, je vous propose de partager un retour d'expérience sur le chantier de restauration de la rose de la façade occidentale de la cathédrale de Soissons, qui a démarré en janvier 2020 et qui s'achèvera au début de l'année prochaine. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte pour ceux qui ont des souvenirs de cet événement dramatique.
la Grande Rose a été éventrée par la tempête Egon dans la nuit du 12 ou 13 janvier 2017. Comme vous pouvez le voir, une partie du réseau en pierre s'est effondrée sur l'orgue de tribune. Et les vitraux ont subi également de nombreux dégâts. Alors, ce sinistre a généré une grande émotion auprès des Soissonnais, bien sûr, des Axonnais plus largement, mais des services en charge du patrimoine. Donc, ce traumatisme a immédiatement engendré une grande mobilisation, j'allais dire dès le lendemain, tant des services de la DRAC que des services techniques de la ville qui nous ont aidés pour sécuriser en fait les lieux. Et dès lors, des travaux d'urgence ont pu être engagés et conduits par les services de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, dont l'architecte des bâtiments de France est conservateur de l'édifice. Je salue Laurent Pradou, ici présent. Et par ailleurs, bien sûr, des études ont rapidement été commandées par la Conservation régionale des monuments historiques à l'agence Olivier Wetz, architecte en chef des monuments historiques, en charge des travaux de restauration sur les monuments État du département de l'Aisne. Alors, reconstruire a été un réel défi à relever. Les études qui ont démarré en janvier 2017 ont été longues et complexes. Et de nombreuses compétences techniques ont dû être mobilisées. Plus d'une vingtaine de métiers ont travaillé sur ce projet. Et au total, si on parlait de chiffres clés, une soixantaine, voire 70 personnes auront travaillé sur ce chantier. Alors, la problématique principale soulevée était de savoir si l'on pouvait réutiliser le réseau en pierre de la Rose dans le cadre d'une restauration classique. Et en fait, il s'est avéré que les éléments étaient trop fracturés, des matériaux trop hétérogènes, car depuis, on va dire, l'origine médiévale de l'édifice et de la Rose, et cet ouvrage particulier a traversé évidemment les vicissitudes de l'histoire, a subi des dégâts, des explosions de poudrières qui ont fait éclater les vitraux, mais aussi, pour ceux qui connaissent la cathédrale de Soissons, vous pouvez le voir, la symétrie caractérisée de sa façade occidentale. Donc évidemment, la Rose a elle-même subi au cours de son histoire des déformations. Et si vous voulez, elle s'était ovalisée petit à petit. Et en 1900, donc Première Guerre mondiale, la Rose n'a pas vraiment été endommagée sur son réseau de pierre, mais les vitraux ont été complètement soufflés. Et tout un programme a été donc réalisé avec une reconstruction de vitraux, mais de style art déco, ce qui fait la particularité de cette Rose qui reste gothique dans son allure. Lors de ces études, nous avons en fait déposé tous les éléments en place qui étaient instables, et ces travaux d'urgence conduits par nos collègues des Bâtiments de France, tous ces éléments ont été déposés au sol dans la cathédrale afin d'en étudier la nature et de caractériser les matériaux. Et c'était vraiment un moment très fort pour ceux qui l'ont vécu. Beaucoup de Soissonnais l'ont vécu, car on a une présentation lapidaire d'un puzzle reconstitué à partir de fragments de pierres déposés. Et ce qui nous a permis aussi d'expliquer au public, de façon plus large, quels étaient les enjeux. Et leur expliquer aussi pourquoi on ne pourrait pas réemployer les matériaux. Cependant, même si on n'a pas pu réemployer les fragments de pierre du réseau, on a pu quand même réutiliser 90% des vitraux, ce qui était une chance, ce qui n'était pas gagné. Et donc l'enjeu était de restaurer ces vitraux et les réintégrer dans un réseau de pierre qui, lui, était pour le coup parfait, équilibré.
Et cet enjeu a été relevé, et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, à l'occasion de cette présentation au sol de cette rose meurtrie, couchée, si vous voulez, a germé l'idée que cette présentation spectaculaire mériterait d'être poursuivie dans un cadre muséographique. Et toute cette réflexion a été menée dans un partenariat culturel avec la ville de Soissons, aussi bien donc, le service des musées que Soissons Ville d'Art et d'Histoire, ce qui aboutit en janvier 2020 à l'inauguration de l'exposition La Rose et la Tempête. Et je vous invite à découvrir cette exposition très intéressante. Malheureusement, nous avons subi la crise sanitaire comme tout le monde, mais nous avons quand même réussi à maintenir un certain nombre de visites. Donc, pour ce chantier, nous avons souhaité que le projet prenne en compte l'appropriation en fait, par les habitants de cette aventure technique et humaine. Ce qui veut dire que nous avons élaboré un projet avec la maîtrise d'œuvre, avec l'architecte, en intégrant des possibilités de visite dans le chantier, c'est-à-dire aménager les échafaudages pour rendre possibles les visites. Je dirais même que les personnes à mobilité réduite, par les ascenseurs, pouvaient se rendre aux différents niveaux de l'échafaudage. Donc nous avons pu, dans ce cadre, nous appuyer sur effectivement les compétences du service Soissons Ville d'Art et d'Histoire pour mener les actions de médiation. Et je remercie vivement Karine pour toutes les actions qu'elle a pu conduire. Alors, comme vous le voyez sur les écrans, cette opération a mobilisé énormément de savoir-faire. Et ce chantier était aussi une opportunité de transmettre et de mettre en contact aussi les artisans, les restaurateurs, avec la population et les visiteurs. Il y a eu des moments très très touchants en fait de contact entre, je dirais, les paroissiens, les visiteurs, les habitants, qui venaient encourager les tailleurs de pierre ou les restaurateurs de façon plus générale. Ils leur apportaient, on parlait de chocolatine ou de chocolat, de pain au chocolat, c'est pour venir, mais voilà le petit déjeuner avec croissant et pain au chocolat. Donc si c'est le fil rouge du jour, c'est arrivé aussi à Soissons. Et c'était très touchant pour le coup. Donc ce qui veut dire vraiment que la population s'est accaparée aussi de ce projet. Donc, on a aussi prévu dans ce chantier un atelier taille de pierre qui était ouvert, ce qui permettait aussi au public de voir en transparence l'évolution du chantier. Alors quelques chiffres clés quand même. Le réseau de pierre de la Rose, c'est 96 éléments en pierre de taille, sculptés, taillés, sculptés. C'est 153 panneaux de vitrail. C'est 12,4 tonnes de pierre, 20 tonnes au total avec les vitraux. Et nous sommes aussi très regardés par la communauté scientifique des monuments historiques, car nous avons des vitraux art déco qui présentaient une grande fragilité, notamment ce qu'on appelle les grisailles, des peintures à froid, qui sont venues comme des retouches à la fin du chantier des années 31. Donc il y a eu quelques retouches. Et ces retouches, en fait, ces peintures n'ont pas été cuites avec le verre. Et on s'est retrouvé avec une problématique nouvelle aussi, qui était de conserver ces grisailles. Et c'est un chantier d'ampleur où, pour la première fois, on va dire sur un chantier de cette importance, nous avons intégré une conservation préventive de ces vitraux des années 30. Et c'est pour ça que Soissons fait aussi l'objet d'un regard scientifique aussi comme étant un laboratoire d'expérimentation. Enfin, je passerai à la dernière diapo, où évidemment le sens de ce chantier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi de partager ces savoir-faire, ce contact. Et nous avons pu
décliner toutes les manifestations nationales du ministère de la Culture sur ce chantier, malgré le contexte. Bon, les journées européennes du patrimoine, évidemment, récemment les journées nationales de l'architecture. Nous avons eu la chance aussi d'accueillir, pour un rayonnement plus national, aussi tous les étudiants de l'école de Chaillot, dans le cadre d'une journée d'études. Et ce qui veut dire que voilà, ce qui s'est passé à Soissons aussi diffusera sur le territoire. Et bien évidemment, nous avions des moments forts aussi que nous avons voulu immortaliser. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un suivi de France 3 à différentes étapes clés du chantier, où nous espérons avoir un film à la fin retraçant un peu les moments forts de cette belle aventure. Je vais laisser maintenant la parole à Karine Jagielski, responsable du service Soissons Ville d'Art et d'Histoire. Merci à tous. Très bien, bonjour, merci à tous pour cette invitation et ce partage de cette expérience exceptionnelle que nous avons vécue à Soissons à partir de cette catastrophe, de cette tempête Egon qui a vraiment bouleversé le paysage de la cathédrale, aussi bien extérieur qu'intérieur. J'ai mis en titre de cette image « Faire du chantier une rencontre », c'est faire de nos métiers des rencontres aussi. Donc, je suis responsable du service Ville d'Art et d'Histoire à Soissons, donc animateur de l'architecture et du patrimoine. Et les rencontres, le partage d'expériences sont vraiment au cœur de nos métiers. Yann a parlé un petit peu de technicité, de spécificité très scientifique de ce chantier. Et les animateurs de l'architecture et du patrimoine sont là justement pour faire la transition entre ce langage très scientifique et le grand public que nous accueillons tout au long de l'année, qu'il soit bien sûr habitants, touristes ou public scolaire. Donc, ces rencontres qui ont eu lieu autour de ce chantier ont vraiment pu voir le jour, eh bien, déjà grâce à ces confluences avec l'équipe sur place, les équipes de la DRAC, et qui ont vraiment pu générer des activités et tout un potentiel d'événements tout au long des années. Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout développer, donc on a choisi quelques exemples ici. C'est vrai que travailler sur une cathédrale, c'est quelque chose, déjà un monument de taille importante dans la ville. La cathédrale est l'église mère du diocèse pour Soissons, donc elle a aussi tout un vécu historique qui a marqué la mémoire des Soissonnais. La Grande Guerre, effectivement, a laissé des traces importantes dans l'édifice. Et voilà qu'on retrouve avec cette tempête ces images un peu de désolation. On est en plein hiver, au mois de janvier, on a cette béance dans la rose principale. Les jours sont sombres. Voilà, il y a vraiment un contexte qui va développer et décupler l'émotion auprès de la population. Donc cette cathédrale qui va se mettre en chantier, eh bien, va offrir un tout autre visage. Un chantier, vous savez, c'est quelque chose de contraignant, à la fois pour les habitants, puisqu'on va avoir des empiètements sur la voie publique, on va avoir des nuisances sonores, on va avoir également l'impossibilité de voir l'édifice pendant plusieurs mois, puisqu'il va être dans une sorte de gang d'échafaudage. Donc on pourrait avoir une distanciation comme ça qui se met en place à cause de ce chantier. D'où la raison encore davantage pour le service Ville d'Art et d'Histoire de se rapprocher des équipes sur place pour ouvrir ce chantier, mais c'était chose facile parce que Yann vous l'a dit, le projet d'accessibilité au grand public était déjà dans les esprits au moment, dès les premières semaines de ce chantier. Donc, se rapprocher du chantier, c'est bien sûr rencontrer les hommes et les femmes qui sont derrière ces palissades, et nous avons eu effectivement l'occasion de pouvoir amener des classes ici. Vous avez, dans le cadre de l'opération Cité éducative,
une école des quartiers prioritaires de Soissons qui a pu bénéficier pour sa première séquence dans le cadre d'une classe à horaire aménagé patrimoine. Alors, ce n'est pas encore un terme officialisé, mais on espère véritablement le faire à Soissons. Vous connaissez les classes à horaire aménagé, théâtre, arts plastiques, musique, danse. Voilà. Et à Soissons, on se lance sur le patrimoine. Et donc, ici, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, eh bien, la toute première séquence de ces enfants de CM1, CM2 a eu lieu avec la rencontre avec Yann Ego, qui est là en train d'expliquer à ces petits eh bien, la naissance de ce chantier. On a également, en mai 2021, mis en place une autre opération qui s'inscrit dans le dispositif Une école, un chantier des métiers, avec le Collège Lamartine cette fois, toujours de Soissons, pour favoriser la rencontre avec des métiers, des gestes pratiques pour des enfants en difficulté. Il s'agissait en effet d'une classe Ulysse que nous avions accueillie. Et donc, vous avez également donc, en bas la rencontre avec les artisans en direct, tailleurs de pierre ou maîtres verriers. Vous voyez sur la photo du centre Élodie Lemaître, qui est le maître verrier de l'atelier Berthelot, un des maîtres verriers pour être plus précise, qui travaille ici avec cette classe du Collège Lamartine. Les enfants ont était dans son atelier, on parlait de ruralité. Le chantier de la cathédrale, il est certes en cœur de ville, mais il rayonne sur tout un ensemble extérieur. Alors, je passe à cette... Oh, pardon, j'ai été un petit peu trop vite. Voilà, les émotions, on a vu qu'elles étaient importantes et qu'il fallait vraiment les mettre en valeur parce qu'elles vont faire partie de l'appréhension du chantier et forger aussi les personnalités. La mémoire est importante et elle passe beaucoup par les émotions. Donc ici, 4 images. Mon premier casque de chantier, effectivement, quand on installe les enfants avec la Charlotte, le casque de chantier, c'est la première fois, c'est un moment très fort pour eux. C'est aussi une première rencontre avec les élus. Vous avez ici la première rencontre avec Monsieur le maire de Soissons. Là aussi, c'est un moment fort dans ces projets. Mon premier ascenseur de chantier, mon premier chantier du patrimoine, mon premier dialogue avec une gargouille. Je vais un petit peu plus vite parce qu'on me fait des grands signes au fond. Mais vous avez donc, voilà, ces temps très forts. Ça semble un petit peu anecdotique, mais c'est ce qui va vraiment forger la mémoire des actions mises en place sur le terrain. Et enfin, donc, je voulais terminer par cette dia sur révéler la beauté d'un chantier, puisque nous avons aussi accompagné le chantier d'un photographe qui, depuis le début, accompagne et photographie à la fois les matières, les formes, mais aussi les gestes des artisans. Le projet est d'en faire un ouvrage, une exposition, d'utiliser aussi tous les vecteurs réseaux sociaux pour faire circuler ces images, pour que ce chantier qui va bientôt connaître une fin, malheureusement, et un des artisans présents sur place nous disait « mais les chantiers après la cathédrale, comment on va les vivre ?» Voilà, tellement c'était quelque chose de fort. Nous, on a envie que ça se poursuive également. Et donc, on espère que ces images très belles, qui mettent en valeur véritablement tout ce qui tourne autour du chantier de la cathédrale, pourront être véhiculées par la suite et aussi dans une exposition directement sur un projet futur de visite de la rose de la cathédrale, une fois que celle-ci sera complètement reposée. Voilà, je suis obligée de stopper. Je passe la parole à ma collègue du musée. Dès 2019, la DRAC et la CRMH souhaitent impliquer le musée de Soissons dans leurs réflexions innovantes sur le patrimoine de Soissons, sa mise en valeur et sa promotion. Pour le musée de Soissons, la catastrophe patrimoniale de 2017 a donc engendré des collaborations, de nouveaux projets et a été le vecteur d'une réflexion sur les collections municipales également.
Donc, dans un premier temps, ce dialogue entre la ville de Soissons et la CRMH a abouti à l'exposition qui se tient au musée d'art et d'histoire Saint-Léger depuis le 10 janvier 2020, La Rose et la Tempête. Comme l'a expliqué Yann, donc il y a d'abord eu une première présentation de cette rose au sol dans la cathédrale. Et étant donné les retours positifs qu'avait provoqué cette présentation, il a donc été... l'idée a émergé de faire durer cette présentation dans un lieu muséographique. Et donc le lieu qui a été choisi, c'est la nef de l'église abbatiale Saint-Léger, qui fait donc partie des bâtiments du musée. Donc, un dialogue au long cours se crée entre la cathédrale de Soissons et l'église Saint-Léger, et également entre le chantier de restauration et l'exposition. À partir de juin 2021, il y a également les nouveaux remplages réalisés par les artisans qui sont présentés au sol de la cathédrale. Donc, il y a vraiment un écho qui se fait entre ce que le public soissonnais peut voir à l'église Saint-Léger et ce qu'il peut voir à la cathédrale. Au musée Saint-Léger, cette rose devient donc un objet muséalisé, un objet d'exposition, mais reste aussi, pendant toute la durée de l'exposition, un objet d'étude. Et donc cette présentation, à l'image du chantier de restauration, est vivante et évolutive, et régulièrement, des artisans viennent prélever sur les anciens remplages des éléments qu'ils utilisent comme modèle pour réaliser le nouveau réseau de pierres. Grâce à ce projet d'exposition, les publics ont donc circulé dans la ville entre les différents sites patrimoniaux. La visite de la cathédrale déclenchait une visite du musée Saint-Léger afin de voir les anciens remplages ou inversement. Et comme sur le chantier de restauration, l'accent a été mis sur la médiation avec la création d'un livret d'exposition pédagogique à destination d'un large public. On en a rapporté un certain nombre aujourd'hui qui vous seront distribués au cours de la journée. Donc, les anciens remplages qui ont perdu leur fonction architecturale sont devenus, comme je l'ai dit, objets d'étude, objets d'exposition. Et l'idée a ensuite germé de rajouter une strate de lecture sur ces anciens remplages. Donc Françoise Dubois, conseillère des arts plastiques au sein de la DRAC Hauts-de-France, et Sylvie-Elisabeth Grange, conseillère musée, ont sollicité Christophe Brouard, le directeur des musées de Soissons, afin de mettre en place un projet de résidence artistique autour du chantier de la Rose de la cathédrale de Soissons. Donc, à la faveur de la promotion des arts plastiques en région, se dessine une nouvelle étape qui s'inspirera des réflexions engendrées par l'exposition, également par le chantier de restauration, et qui enrichira ces anciens remplages d'une nouvelle strate de lecture. Donc, pour le musée, la commande faite aux artistes est de transformer les remplages de la Rose en objets déclencheurs d'une série d'initiatives et d'interventions artistiques. Il s'agit d'apporter un regard extérieur, porteur de nouvelles perceptions. La médiation doit également être au cœur du projet. L'intervention artistique doit engendrer un dialogue entre les artistes, le public et les médiateurs. Et elle doit permettre au public, par la pratique artistique ou par le débat, d'aborder des enjeux patrimoniaux contemporains et de vivre une expérience renouvelée autour de cette rose. Les artistes doivent imaginer une démarche de sensibilisation ouverte aux habitants et des séquences spécifiques dédiées à certains groupes de public. Donc, plusieurs artistes ont répondu à cet appel à projet, et sur les conseils de Françoise Dubois, le musée a finalement retenu le projet de 2 artistes suisses, Carmen Perrin et Virginie Delannoy. Donc, vous pouvez voir une ébauche de ce projet qui est donc en cours de construction et qui s'intitule « Des foules, des peuples, des créatures ». Donc, les artistes Carmen Perrin et Virginie Delannoy envisagent d'élaborer une scénographie sculpturale inspirée des dépôts lapidaires.
Cette scénographie réunirait donc une centaine de statues abstraites à échelle humaine et animale qui seraient donc regroupées au cœur de l'église Saint-Léger comme une foule. Cette foule fait écho au nombre de protagonistes de métiers qui interviennent dans la construction et la restauration d'une cathédrale gothique, mais renvoie également à la foule lapidaire que l'on peut admirer sur les façades des cathédrales. Les artistes s'inspirent du concept de chantier collectif et leur idée est donc de faire appel à un certain nombre d'artistes qui réaliseront ces statues abstraites. Elle souhaite également utiliser pour la réalisation de ces statues de la terre crue locale. Les sculptures dureront ainsi seulement le temps de l'exposition, puis seront détruites et le matériau retournera à l'endroit où il a été extrait, ce qui fait ainsi écho aux matériaux locaux utilisés sur les chantiers de construction de cathédrales. Donc, la réalisation de ces statues abstraites aura lieu pendant l'été 2022 et le public sera invité à rencontrer les artistes en pleine création. Finalement, cette résidence artistique prendra la forme de nombreux ateliers, de nombreux workshops qui impliqueront vraiment les habitants dans la réalisation du projet. Donc, après l'exposition, donc cette donc, la résidence artistique qui verra le jour à l'été 2022. Et donc aujourd'hui se pose la question que faire de ces anciens remplages de la Rose qui ont définitivement perdu leur fonction architecturale. Donc on s'oriente vers le choix d'un dépôt des remplages au musée Saint-Léger. Donc pour le musée Saint-Léger, ces remplages n'ont pas seulement été l'occasion d'enrichir la programmation culturelle avec des projets inédits, mais ils ont permis de poursuivre une réflexion sur les collections municipales. Donc l'arrivée de la Rose au musée Saint-Léger a été tout d'abord l'occasion de repenser une partie de l'accrochage de la salle d'histoire locale avec une présentation consacrée aux destructions provoquées par la Première Guerre mondiale. Et le futur dépôt de ces remplages dans les collections municipales s'inscrit dans une réflexion sur les collections lapidaires qui est menée au musée dans le cadre de l'écriture du projet scientifique et culturel. Il s'agira donc pour nous de repenser entièrement la présentation des collections lapidaires au sein de l'église abbatiale et de mettre en valeur ces collections dans un nouveau parcours et une nouvelle scénographie dont on imagine déjà que le cœur sera cette rose. Ainsi, donc, à travers ces différents exemples, on espère vous avoir montré comment la ville de Soissons, avec la collaboration et le soutien de la DRAC et de la CRMH, est parvenue à faire de l'effondrement de la Rose de la façade occidentale de la cathédrale un vecteur de valorisation du patrimoine local, des collections municipales, des savoir-faire artisanaux et prochainement également de la création contemporaine. Merci.